Et si je vous disais que ce que vous appelez échec est peut-être la meilleure chose qui puisse vous arriver? Oui, cet instant où tout s'écroule, où la honte, la peur et le doute prennent le dessus. La plupart des gens s'arrêtent là. Mais quelques-uns font autre chose. Ils transforment cet échec en carburant. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment un échec peut devenir le socle le plus solide de votre réussite. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière partie pourrait complètement changer votre façon de voir vos erreurs et votre avenir. 1. Redéfinir l'échec. La société moderne nous a conditionnés dès notre plus jeune âge à percevoir l'échec comme une tache indélébile sur notre réputation, une note rouge sur un bulletin scolaire ou une marque de honte sociale. Pourtant, cette vision binaire du monde, où l'on gagne ou l'on perd, est une illusion dangereuse qui étouffe le potentiel humain. L'échec, dans sa définition la plus pure et la plus objective, n'est rien de plus qu'un résultat inattendu face à une hypothèse donnée. C'est une donnée brute. Lorsque vous lancez un projet, entreprenez une nouvelle carrière ou tentez de bâtir une relation, vous émettez une hypothèse sur la façon dont le monde fonctionne. Si le résultat n'est pas celui escompté, ce n'est pas le monde qui vous punit, c'est la réalité qui vous corrige. Redéfinir l'échec commence donc par une désintoxication émotionnelle. Il faut cesser de voir l'événement comme un jugement moral pour le voir comme un mécanisme de rétroaction essentiel, aussi vital que la douleur physique qui vous avertit d'éloigner votre main du feu. Considérez les plus grandes avancées scientifiques ou les chefs-d'œuvre artistiques de l'histoire. Aucun n'a émergé parfaitement formé du néant. Ils sont tous le fruit d'itérations successives, de brouillons jetés, d'expériences ratées et de théories effondrées. L'inventeur qui échoue 1000 fois ne voit pas 1000 échecs. Il voit 1000 façons qui ne fonctionnent pas, ce qui le rapproche mathématiquement de la solution unique qui fonctionnera. Le problème survient lorsque nous attachons notre ego au résultat. Si vous croyez que votre valeur en tant qu'être humain est corrélée à vos succès visibles, alors chaque revers devient une petite mort, une attaque contre votre existence même. C'est cette douleur narcissique qui paralyse, pas l'échec lui-même. En séparant votre identité de vos performances, vous devenez insubmersible. Vous pouvez regarder un désastre professionnel en face et dire « Ceci est une situation difficile » sans jamais penser « Je suis une personne défectueuse ». Cette redéfinition exige un changement de paradigme cognitif radical. Il faut passer d'une mentalité fixe où les capacités sont perçues comme innées et statiques à une mentalité de croissance où chaque obstacle est un terrain d'entraînement. Dans ce nouveau cadre, l'échec n'est pas le contraire du succès. Il en est une composante intégrante. Imaginez un enfant apprenant à marcher. Lorsqu'il tombe, personne ne dit qu'il a échoué à la marche et qu'il devrait abandonner pour se consacrer au rampement. On comprend instinctivement que la chute fait partie du processus d'acquisition de l'équilibre. Pourquoi, à l'âge adulte, perdons-nous cette sagesse fondamentale? Nous cessons d'apprendre parce que nous avons trop peur de tomber devant les autres. Redéfinir l'échec, c'est retrouver le courage de l'enfant qui sait que le sol est dur, mais que l'envie de se tenir debout est plus forte. De plus, l'échec agit comme un filtre puissant, éliminant ceux qui ne sont pas assez passionnés ou résilients pour persévérer. Il teste la véracité de votre engagement. Beaucoup de gens disent vouloir atteindre un objectif, mais dès que la résistance du monde se manifeste sous forme d'échec, ils abandonnent, prouvant ainsi que leur désir n'était qu'un souhait superficiel et non une nécessité vitale. L'échec vous pose une question brutale. À quel point veux-tu vraiment cela? Si vous redéfinissez l'expérience, la réponse ne sera pas la résignation, mais un redoublement d'efforts. C'est un signal qui vous indique que vous êtes en train de repousser vos limites, de sortir de votre zone de confort et d'entrer dans la zone d'apprentissage. Si vous n'échouez jamais, c'est probablement parce que vous ne visez pas assez haut ou que vous naviguez dans des eaux trop familières. En fin de compte, l'échec est un événement temporel, limité dans l'espace et le temps, alors que votre potentiel est un processus continu. Tant que vous respirez, le jeu n'est pas terminé.
L'étiquette « échec » ne peut être apposée définitivement que si vous décidez d'arrêter d'essayer. Jusque-là, vous êtes simplement en cours de résolution de problèmes. Les personnes qui réussissent massivement ont souvent des CV remplis de catastrophes que la société a oubliées parce que leur succès final a tout éclipsé. Elles ont compris que l'échec est le prix d'entrée pour une vie extraordinaire. En acceptant de payer ce prix, en voyant chaque revers comme une information neutre et précieuse, vous reprenez le contrôle sur votre destin. Vous cessez d'être une victime des circonstances pour devenir l'architecte de votre propre évolution, utilisant les décombres de vos erreurs passées pour bâtir les fondations de vos victoires futures. 2. Extraire la leçon cachée. Face à l'échec, notre premier instinct est souvent la fuite, la dénégation ou la recherche de coupables extérieurs. C'est un mécanisme de défense naturel pour protéger notre ego, mais c'est aussi le moyen le plus sûr de garantir que l'histoire se répète. Pour briser ce cycle, il faut adopter une approche quasi chirurgicale ou judiciaire de ses propres erreurs. Il ne s'agit pas de s'auto-flageller, mais de procéder à une autopsie de l'événement. Chaque échec est un coffre-fort verrouillé, et à l'intérieur se trouve un bijou inestimable, la leçon spécifique, technique ou comportementale qui vous manquait pour réussir. Ce n'est jamais une leçon générale comme « je n'ai pas eu de chance », c'est toujours précis, j'ai négligé telle clause du contrat, j'ai surestimé ma capacité de travail ou j'ai ignoré les signaux émotionnels de mon partenaire. Trouver cette précision demande un courage intellectuel immense. La confusion majeure réside souvent dans la distinction entre les facteurs incontrôlables et les facteurs contrôlables. Il est tentant d'attribuer un échec à la conjoncture économique, à la météo ou à la malveillance d'autrui. Bien que ces éléments puissent jouer un rôle, se concentrer sur eux est stérile car vous n'avez aucune prise dessus. La leçon cachée se trouve toujours dans votre sphère d'influence. Posez-vous la question impitoyable. Si je devais revivre cette situation, que ferais-je différemment pour obtenir un résultat différent, même si les circonstances extérieures restaient les mêmes? C'est ici que la vérité émerge. Peut-être que la leçon est que vous manquez de compétences techniques et que vous devez vous former. Peut-être est-ce un manque de discipline émotionnelle qui vous a fait prendre une décision hâtive. Identifier cette lacune transforme l'échec en un plan d'action concret pour l'avenir. Il existe un concept puissant. La vie continuera de vous présenter le même problème, sous des déguisements différents, jusqu'à ce que vous appreniez la leçon. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes retombent toujours dans les mêmes types de relations toxiques ou les mêmes problèmes financiers, année après année? Ce n'est pas le destin, c'est le refus d'extraire la leçon cachée. Tant que vous fuyez l'analyse de votre propre responsabilité, vous êtes condamné à la répétition. L'univers est un enseignant patient, mais strict. Accepter la leçon, c'est valider l'examen et passer au niveau supérieur. C'est comprendre que l'échec n'était pas un mur, mais une porte que vous n'aviez pas encore la clé pour ouvrir. Une fois la leçon extraite, la douleur de l'échec s'estompe souvent, car elle a rempli sa fonction, transmettre le message. L'extraction de la leçon demande aussi de l'humilité. Il faut être capable de s'asseoir avec son erreur dans le silence, sans distraction. Il faut désactiver le bruit des excuses. Une technique efficace est celle des 5 pourquoi. Pourquoi ai-je échoué? Parce que je n'ai pas fini le projet à temps. Pourquoi? Parce que j'ai mal évalué la charge de travail. Pourquoi? Parce que je n'ai pas osé dire non à des tâches annexes. Pourquoi? Parce que j'ai peur du conflit. Pourquoi? Parce que je cherche à plaire à tout le monde au détriment de mes objectifs. Voilà la véritable leçon cachée. Ce n'était pas un problème de gestion du temps. C'était un problème d'affirmation de soi. Une fois que vous atteignez ce niveau de profondeur, vous pouvez régler la cause racine et non plus seulement traiter les symptômes. Enfin, extraire la leçon transforme votre rapport au passé. Au lieu de regarder en arrière avec regret, vous regardez en arrière avec gratitude.
Vous commencez à voir vos échecs passés comme des mentors nécessaires qui vous ont sculpté. Les personnes les plus sages ne sont pas celles qui ont le moins échoué, mais celles qui ont extrait le plus de jus de chaque citron que la vie leur a donné. Elles ont accumulé une bibliothèque de leçons qui forment aujourd'hui leur intuition et leur jugement. Accepter la leçon, c'est convertir une perte nette en un investissement à long terme. C'est un acte d'alchimie mentale qui transforme le plomb de l'erreur en or de la sagesse. Dès cet instant, l'échec n'a plus de pouvoir sur vous. Il devient simplement le carburant de votre prochaine ascension. 3. Transformer la douleur en discipline. La douleur de l'échec est viscérale. Elle ne se situe pas seulement dans l'esprit, mais se ressent dans le corps, la boule au ventre, l'insomnie, la fatigue lourde du découragement. La réaction instinctive est de vouloir anesthésier cette douleur par la distraction, le divertissement ou l'oubli. Pourtant, cette douleur est une énergie brute, une forme de combustible hautement volatile. Les personnes extraordinaires se distinguent par leur capacité à ne pas gaspiller cette souffrance. Elles comprennent que la douleur est un indicateur de ce qui compte pour elles. Si l'échec ne faisait pas mal, cela signifierait que l'objectif n'avait aucune valeur. Au lieu de laisser cette douleur les consumer ou les pousser à l'apitoiement, elles la canalisent dans la construction d'une structure rigide, d'une discipline de fer qui servira de garde-fou contre les futures dérives. Transformer la douleur en discipline signifie utiliser le souvenir de la défaite comme un rappel constant de la nécessité de l'effort. C'est le réveil matin qui sonne à 5 heures, et alors que vous êtes tenté de rester au lit, le flash de votre échec passé vous traverse l'esprit. Vous vous souvenez de l'humiliation, de la déception dans le regard des autres ou de votre propre sentiment d'inadéquation. Ce souvenir devient le levier qui vous propulse hors du lit. La motivation est une émotion passagère, fluctuante et peu fiable. La discipline, elle, est un système. L'échec vous montre les failles de votre système précédent. Il vous crie que votre niveau d'engagement antérieur n'était pas suffisant. En réponse, vous ne cherchez plus à être motivé, vous cherchez à être inébranlable en créant des rituels non négociables. Cette transformation structurelle permet de passer de l'amateurisme au professionnalisme. L'amateur s'arrête quand ça fait mal ou quand il échoue. Le professionnel utilise la douleur pour durcir sa carapace et affiner ses processus. Il analyse froidement « J'ai échoué parce que je manquais de rigueur dans mes entraînements, donc je vais mettre en place un protocole d'entraînement que je suivrai même si je suis malade, fatigué ou triste. » La douleur devient alors le ciment de cette nouvelle architecture de vie. Elle cesse d'être une émotion subie pour devenir un outil de forge. C'est le concept de l'antifragilité. Au lieu d'être affaibli par le choc, le système se renforce. Vous devenez quelqu'un pour qui la difficulté n'est pas un signal d'arrêt, mais un signal d'accélération. Il y a aussi une dimension rédemptrice dans la discipline née de la douleur. Lorsque vous vous engagez dans une routine exigeante après un échec, vous commencez à reconstruire votre estime de soi, brique par brique, action par action. Chaque fois que vous respectez votre nouvelle discipline, vous vous prouvez à vous-même que vous n'êtes plus la personne qui a échoué hier. Vous êtes en train de devenir quelqu'un de nouveau, de plus fort. La discipline devient une forme de respect de soi. Vous refusez de vous laisser aller parce que vous savez ce qu'il en coûte. Vous avez vu le fond du gouffre, et cette vision vous donne une énergie inépuisable pour grimper vers le sommet. La douleur initiale, qui était une souffrance aiguë, se transmute en une fatigue saine, celle du devoir accompli. En définitive, l'échec élimine le superflu. Il brûle les illusions de facilité et de talent inné. Ce qu'il laisse derrière lui, c'est la vérité nue. Seul le travail acharné, structuré et intelligent paye. La discipline que vous forgez dans les cendres de vos échecs est bien plus solide que celle qui naît de l'ambition pure. Elle est trempée dans l'expérience du réel. Elle est résiliente parce qu'elle sait ce qu'elle cherche à éviter. L'échec devient alors votre allié silencieux, un coach sévère qui marche à vos côtés et qui, chaque fois que vous êtes tenté de prendre un raccourci ou de baisser les bras, vous murmure à l'oreille « Souviens-toi de ce que l'on ressent quand on perd, continue d'avancer. » 4. Changez votre narration intérieure.
L'être humain est une machine à créer du sens. Nous ne vivons pas les événements de manière objective. Nous vivons les histoires que nous nous racontons à propos de ces événements. Après un échec, le tribunal le plus sévère ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de votre propre crâne. Votre voix intérieure, ce narrateur constant, a le pouvoir de transformer un incident mineur en une tragédie grecque ou en une épopée héroïque. Si, après un revers, votre dialogue interne est « je suis nul, je ne réussirai jamais », c'est toujours la même chose. Vous programmez votre cerveau pour repérer et valider toutes les preuves de votre incompétence future. Vous créez une prophétie auto-réalisatrice. Le cerveau cherche toujours à avoir raison. Si vous lui dites que vous êtes un perdant, il sabotera inconsciemment vos efforts pour s'aligner avec cette croyance. Changer cette narration demande une vigilance constante, une forme de métacognition où vous observez vos propres pensées. Il faut intercepter les pensées toxiques dès leur apparition. Lorsque la voix dit « j'ai tout gâché », il faut la corriger activement. J'ai fait une erreur sur ce projet spécifique et voici ce que j'apprends. Notez la différence subtile mais cruciale entre la culpabilité, j'ai fait quelque chose de mal, et la honte, je suis quelqu'un de mauvais. La culpabilité est utile, elle mène à la réparation. La honte est destructrice, elle mène à la paralysie et à la dissimulation. Votre narration doit se déplacer de l'identité « je suis un échec » vers le comportement et le processus « j'ai échoué cette fois-ci parce que ma stratégie était incomplète ». Le succès commence toujours par une histoire que vous vous racontez avant même qu'elle ne soit vraie dans la réalité. Les grands leaders et les athlètes de haut niveau sont des maîtres de la narration interne. Après une défaite cuisante, ils ne se disent pas qu'ils sont finis. Ils se disent qu'ils sont en train de préparer leur grand retour. Ils voient l'échec comme un plot twist, un rebondissement nécessaire dans le scénario de leur vie pour rendre la victoire finale encore plus savoureuse. En changeant l'histoire, vous changez la chimie de votre cerveau. Vous passez du cortisol, stress, peur, à la dopamine, motivation, anticipation. Vous devez devenir le héros de votre propre film. Et un héros sans obstacle n'intéresse personne. L'obstacle est ce qui révèle le caractère. Il est également vital d'introduire le mot « encore » dans votre vocabulaire mental. Au lieu de dire « je ne sais pas faire ça », dites « je ne sais pas encore faire ça ». Ce simple mot ouvre une porte vers l'avenir, vers la possibilité de croissance. Il transforme une impasse en un chemin en construction. Votre dialogue intérieur doit être celui d'un coach bienveillant mais exigeant, pas celui d'un tyran abusif. Imaginez parler à un ami cher qui vient d'échouer. Lui diriez-vous qu'il est pathétique et qu'il devrait abandonner? Probablement pas. Vous l'encourageriez, vous souligneriez ses forces. Pourquoi refusez-vous cette même compassion et ce même soutien rationnel à vous-même? Enfin, comprenez que vos croyances sont des lentilles à travers lesquelles vous voyez le monde. Si votre narration est celle de la victimisation, vous verrez des bourreaux partout. Si votre narration est celle de l'apprentissage, vous verrez des leçons partout. Changer votre histoire change littéralement votre trajectoire de vie. Vous cessez de subir votre passé pour commencer à écrire votre futur. L'échec cesse d'être un point final pour devenir une virgule, une respiration avant la phrase suivante. En maîtrisant votre discours intérieur, vous vous immunisez contre le découragement. Vous devenez le gardien de votre propre morale, capable de rallumer la flamme de l'espoir même au cœur de l'adversité, simplement par la puissance des mots que vous choisissez de croire. 5. Passer à l'action, imparfaitement. Après un échec, le plus grand danger est la stase. Le choc de la déception, couplé à la peur de souffrir à nouveau, peut créer une forme de paralysie par l'analyse. On attend le moment parfait, le plan infaillible, la garantie absolue de succès pour bouger à nouveau. C'est un piège mortel. La perfection n'est pas un prérequis à l'action, c'est souvent une excuse pour la procrastination. L'immobilité nourrit la peur. Plus vous restez inactif à contempler votre échec, plus ce dernier prend des proportions monstrueuses dans votre imagination. L'antidote à la peur et au doute n'est pas la réflexion, c'est l'action. L'action,
est le seul mécanisme qui produit de nouvelles données, de nouveaux résultats et qui remet la machine en route. Passer à l'action imparfaitement signifie accepter de faire quelque chose de brouillon, de petit, voire de médiocre, tant que cela va dans la bonne direction. C'est le concept du moindre pas possible. Vous n'avez pas besoin de lancer une nouvelle entreprise demain. Vous avez besoin d'envoyer un email, de passer un appel, de rédiger une page. Ce mouvement, aussi minime soit-il, brise l'inertie. En physique, la friction statique, celle qu'il faut vaincre pour mettre un objet en mouvement, est toujours plus forte que la friction cinétique, celle qui s'oppose à un objet déjà en mouvement. Le plus dur est de redémarrer. Une fois en mouvement, même maladroit, vous bénéficiez de l'élan. L'action clarifie ce que la pensée ne peut résoudre seule. Il faut abandonner l'illusion que l'on peut tout prévoir pour éviter un nouvel échec. Le monde est complexe et chaotique. Aucun plan ne survit intact au contact de la réalité. C'est pourquoi l'action imparfaite est supérieure à l'inaction parfaite. En agissant vite et imparfaitement, vous obtenez un retour d'information immédiat. Vous pouvez corriger le tir, ajuster votre trajectoire. C'est une boucle itérative. Agir, échouer petit, apprendre, ajuster, recommencer. Ceux qui attendent d'être prêts ne le sont jamais. Le succès appartient à ceux qui osent se lancer alors qu'ils ne se sentent qu'à 60% prêts, mais qui sont prêts à s'adapter en cours de route. C'est l'agilité qui prime sur la planification rigide. L'action est aussi thérapeutique. Elle vous sort de votre tête et vous ramène dans le monde réel. Elle restaure le sentiment d'agence, cette conviction que vous avez un impact sur votre environnement. Après un échec, on se sent souvent impuissant. Faire quelque chose, n'importe quoi de constructif, c'est reprendre le pouvoir. C'est déclarer « Je suis peut-être tombé, mais je suis encore acteur de ma vie ». Cette accumulation de petites victoires, ces micro-actions, reconstruit la confiance en soi bien plus sûrement que toutes les affirmations positives récitées devant un miroir. La confiance est la mémoire du succès. Pour la retrouver, il faut créer de nouveaux petits succès, ici et maintenant. Finalement, comprenez que le succès n'est pas une ligne d'arrivée où l'échec disparaît. Le succès est un état dynamique. C'est la capacité à naviguer d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, comme le disait Churchill. Recommencer plus intelligemment ne signifie pas recommencer sans risque. Cela signifie recommencer avec l'expérience acquise, avec une meilleure carte du territoire, mais avec la même audace de faire le premier pas. N'attendez pas que la peur disparaisse pour agir. Agissez avec la peur. Faites ce coup de fil avec la voix qui tremble, publiez ce travail avec les mains qui tremblent. L'imperfection est humaine, elle est réelle, et c'est le seul terrain sur lequel la grandeur peut être bâtie. L'essentiel est d'avancer, toujours. Souvenez-vous de ceci, chaque personne que vous admirez a échoué plus de fois que vous n'avez essayé. La différence, c'est qu'elle a bâti sa réussite sur ses échecs. Ne rejetez pas votre chute. Utilisez-la comme fondation. Si ce message vous a parlé, restez connectés, car le prochain pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour passer au niveau supérieur.